alpes.france3.fr. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20, l'actualité régionale suivie de l'édition nationale. Dans les Alpes, plus de peur que de mal. La pluie et le vent ont été moins violents que prévu, malgré la vigilance orange annoncée par Météo France. 4000 foyers privés d'électricité, des arbres arrachés, des toitures endommagées et quelques inondations, mais surtout aucune victime. Constat dans le Nord-Isère. La semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des agents d'entretien des routes. Le nombre d'accidents à leur encontre est en hausse. Nous avons suivi une opération de prévention menée à Pierre-Châtel, en Isère. Et puis Grenoble célèbre le 50e anniversaire de la mort de Lionel Terré. L'occasion de revisiter quelques archives de ses plus belles ascensions. Nous recevrons Lionel Cariou de France Bleu Isère qui a réalisé un petit film intitulé L'œil de Terré. Il retrace les plus belles ascensions de l'alpiniste grenoblois. À 19h30, Carole Gessler vous présentera l'édition nationale largement consacrée à France-Espagne. L'équipe de Tony Parker joue sa place en finale de l'Euro de basket et son ticket pour les JO de Rio. 27 000 supporters attendus au stade de Lille, à suivre en direct à 20h50 sur France 3. On s'attendait au pire aujourd'hui dans le département de l'Isère, classé en vigilance orange. Finalement, l'épisode météo s'est révélé moins important qu'annoncé. Constat dans le Nord-Isère où les pompiers sont intervenus sur des arbres arrachés, des toitures et des caves inondées. Environ 4000 foyers ont tout de même été privés d'électricité. Joël et Franck Serroni. Depuis l'alerte lancée hier, les services de secours étaient prêts dans le département de l'Isère. Mais l'intensité des vents et des pluies s'est révélée beaucoup plus faible que celle enregistrée chez nos voisins de l'Ain ou du Rhône. Nous avions été informés dès hier soir par le centre de traitement d'alerte et le CODIS à Grenoble. Et du coup, nous avions vérifié le matériel et nous étions prêts à faire face aux intempéries. Une activité plutôt calme dans le secteur de Bourgoin, mais beaucoup plus soutenue du côté de Pont-de-Chéruy et Janeria, où les pompiers du Rhône sont venus prêter main forte à leurs collègues pour mettre à l'abri des habitants inondés. On a eu des détériorations de toiture dues au vent hier et aujourd'hui la pluie vient se mêler à la fête et inonde les habitations. Le toit de Marcel et de ses voisins n'a pas résisté aux bourrasques d'hier et malgré la bâche tendue dans l'urgence par les pompiers, l'eau s'est infiltrée partout dans l'appartement. Là aujourd'hui je suis dans l'eau, hein, pas Venise mais quand même un peu dans l'eau. Et puis il fait très humide, il fait très froid et voilà. Dans le même quartier, Valérie et son mari ont vu leurs arbres déracinés, leurs meubles de jardin emportés. Ils n'en reviennent toujours pas de la violence de l'épisode. Un peu plus bas, les arbres étaient tombés aussi. C'est vraiment impressionnant, quoi. Enfin, ça soufflait vraiment. J'ai jamais vu ça, quoi. J'ai jamais vu ça, surtout dans cette région, quoi. À Villette-Danton, le toit du gymnase et celui de quelques bâtiments s'est envolé. Des arbres sont tombés sur les lignes électriques, privant plusieurs centaines de riverains de courant. Ils étaient jusqu'à 4000 hier soir dans le Nord-Isère. À la mi-journée, le soleil était de retour et les techniciens de RDF toujours à l'ouvrage. Selon l'opérateur, l'ensemble des abonnés devrait être alimenté de nouveau avant le milieu de la nuit prochaine. Justice, un guide de montagne et professeur d'éducation physique au lycée de Die a été mis en examen pour homicide involontaire après la mort d'un de ses élèves dans une avalanche à Villard-de-Lans le 28 janvier dernier. L'élève de 17 ans n'était pas équipé de son appareil de recherche d'avalanche. Le juge estime que le guide aurait dû contrôler tous les élèves avant de les engager en hors-piste. Et puis nous vous annoncions cette information RTL concernant la décapitation en juin dernier d'un chef d'entreprise de Saint-Quentin-Fallavier suivi d'une tentative d'attentat dans l'usine Air Product. Eh bien, d'après un rapport psychiatrique révélé par nos confrères, il s'agirait d'une vengeance personnelle de Yacine Sali, non pas d'un attentat commis au nom de l'État islamique. Explication, Nathalie Rapuc. 3 mois après les faits, les raisons de la décapitation d'un chef d'entreprise à Saint-Quentin-Fallavier seraient avant tout d'ordre personnel. C'est RTL qui révèle l'information après avoir eu accès au rapport psychiatrique de Yacine Sali, l'auteur présumé de la décapitation. C'est un expert psychiatre à la Cour de Paris, Daniel Zaguri, qui avance cette hypothèse. Ce professeur, qui a dressé le profil psychologique de Guy Georges et de Michel Fourniret, explique que Yacine Sali a agi dans un mouvement de vengeance personnelle. Il a accumulé des tensions et se sentait humilié par ses supérieurs. La décapitation avait pour but de marquer les esprits, laissant de lui une trace héroïque, toujours selon l'expert.
Concernant l'implication terroriste, le psychiatre réclame d'autres examens. À la fin de son rapport, l'expert est formel. Yassine Sali ne présente aucune anomalie mentale, pleinement responsable de ses actes. Il peut donc être jugé. Les gendarmes ont retrouvé le corps d'un homme au pied d'une falaise du Mont-Revard en Savoie. Il s'agit vraisemblablement celui de Xavier Cambre, ancien joueur du FCG du Grenoble Rugby. Xavier Cambre était porté disparu depuis une dizaine de jours. Son véhicule a également été retrouvé dans ce secteur. Les précisions sur notre site alpes.france3.fr. La grève nationale des enseignants, peu suivie à Grenoble comme ailleurs. Grenoble où ils étaient un peu plus d'une centaine à manifester dans les rues de la ville et jusqu'au rectorat contre la réforme des collèges. C'est bien connu, le niveau d'anglais des Français est encore très faible. D'après une étude, la France serait classée 23e sur 54 dans le monde. Tout cela pourrait changer grâce peut-être à une professeure diplômée en langue et en didactique qui vient de mettre au point une nouvelle méthode d'apprentissage. Alors direction Menton-Saint-Bernard en Haute-Savoie, Ingrid Pernet-Desparques et Serge Vorette. Yes, très bien. Alors, le mot woman. Tout commence par le son qui donne lieu à une histoire, puis à un geste. Exemple. C'est un son qui sort sans formuler un son voyelle. C'est ni un A, ni un E, ni un O, ni un U. A. Et donc, quand on sort au soleil, on met un chapeau et c'est le signe A de Sun. Donc, construire une image dans sa tête, ce que l'on appelle aussi l'évocation mentale. C'est tout simplement ce qui manquait à Maxence pour mémoriser, comprendre et enfin parler l'anglais. Ça me plaît parce que c'est des histoires, puis c'est ludique. Maxence, ça lui a permis en fait d'entendre et de comprendre un petit peu mieux les sons et donc d'apprendre l'anglais, de pouvoir vraiment s'approprier les mots. Et donc de donner du sens à cette langue, d'apprendre à écrire ce que l'on entend. Si je vous dis vous pouvez me l'écrire? Non. Non. Il faut donc expliquer le son, comment il s'écrit, quelles sont les différentes lettres qui sont utilisées. Ça, c'est une formation préparatoire à l'apprentissage d'une langue que nous faisons bébés et enfants avant d'apprendre à écrire au CP. C'est cette étape manquante que cette mère de famille et diplômée en didactique souhaiterait combler avec cette méthode préparatoire à l'apprentissage de l'anglais. Et au fait, il y a Gavariu paruski yazik manie panamiyo, ça veut dire je parle russe mais je ne le comprends pas, alors good luck pour l'anglais. Comprenne qui veut. À Chambéry, en Savoie, se tenait aujourd'hui un forum job étudiant. Alors au-delà de la recherche de travail pur et dur, les étudiants ont pu trouver sur place de quoi se rassurer. Écriture de CV, conseils divers et variés comme celui de bien présenter et de bien se présenter. Bref, des clés utiles pour affronter le monde du travail. Maëlys Chauvin, Frédéric Pasquette. Hôtesse, animateur, babysitter ou encore poseur d'affiches, de stand en stand, ils cherchent à convaincre pour décrocher un job d'étudiant. Vous, vos disponibilités par rapport à votre emploi du temps aujourd'hui, c'est lesquelles? Ça peut changer, il n'y a pas de problème. Moi, le truc, c'est que ça dépend en fait. Des fois, je finis à... Ils sont une vingtaine de recruteurs et proposent près de 250 postes, soit 2 fois moins que le nombre de candidats attendus. Généralement, il y a quand même plus de demandes que d'offres. Donc effectivement, il faut que l'étudiant sache se différencier des autres. Malheureusement, c'est la réalité du marché du travail, que ce soit pour un job étudiant ou pour un job tout court dans leur vie future, dans leur vie professionnelle future, ça sera la même chose effectivement. Alors même pour ce job étudiant, pas question d'y aller à la légère. Certains préfèrent d'abord demander conseil pour rendre leur CV plus convaincant. Moi, j'ai toujours tendance à dire que la photo doit être un élément de valorisation. C'est la première fois que je fais des CV pour être dans le monde des entreprises, pour trouver du boulot. Et je pense qu'il n'était pas assez adapté. J'avais besoin de conseils pour le développer, pour être sûre d'être prise ou des choses comme ça, d'avoir des conseils. Avoir un CV exemplaire, mais aussi une présentation impeccable, rien ne doit être laissé au hasard. Alors, on va essayer les couleurs et puis après, vous allez vous rendre compte directement de l'image que vous donnez. Pas de souci. Faire correspondre son image à celle du métier recherché en adoptant les bonnes couleurs ou encore le maquillage adéquat. Parfois, faire bonne impression ne tient qu'à un détail. Tous les petits conseils sont à prendre, surtout par exemple aujourd'hui j'ai appris à souligner
le regard grâce à une ligne de sourcil. Et c'est important quand on se présente devant un employeur d'avoir une bonne image parce qu'il y a quand même pas mal de concurrence. Et bien sûr, pour eux, ce n'est que le début dans la dure réalité du marché du travail. L'Université des Alpes s'est ouverte hier à Megève, en Haute-Savoie. Débats et conférences vont se succéder durant 3 jours sur le thème « Les Alpes, source d'énergie positive », avec en toile de fond la préservation de l'environnement et la transition énergétique. Reportage Cédric Le Poitevin et Yves-Marie Glot. Comprendre l'énergie des montagnards dans l'arc alpin, voilà qui faisait débat à l'Université des Alpes de Megève. Économistes, politistes ou encore chercheurs réfléchissent avec le public sur le rôle des montagnards. Ces hommes et ces femmes, qu'ils soient entrepreneurs, créateurs, artisans ou paysans, sont tous acteurs et usagers de l'espace montagne. Ils tentent à leur niveau de trouver les solutions de préservation d'un environnement attractif, aujourd'hui fragilisé par trop d'activités humaines. Alors qu'est-ce qu'un montagnard donc on peut le voir sur la fiche en bas. Il n'y a pas de développement durable sans ces deux composantes, l'économie et l'écologie. Ils sont inventifs et aujourd'hui ils aspirent à une qualité de vie. La montagne, autrefois milieu agricole, est devenue un lieu de villégiature mais aussi un lieu de vie très prisé. Face à la demande croissante de l'homme en termes d'activité, d'énergie et de consommation, la nature semble avoir montré ses limites. Le dérèglement climatique serait-il pour l'homme l'heure de l'adaptation et d'une transition énergétique indispensable? C'est la question du point d'équilibre, qui est une question très complexe, hein, effectivement. Et je crois que là, on atteint un petit peu les limites du système où quand on raisonnait en termes de croissance, de développement, et qu'on voit bien que ce modèle-là est réinterrogé par des facteurs d'incertitude, des facteurs de crise, qui posent la question d'une forme d'auto-limitation. Et c'est un débat idéologique, un débat philosophique, un débat politique qu'on a effleuré ce matin, on le voit bien. Des questions et des réponses sur notre milieu et notre façon de vivre qui seront étayées pendant ces 3 jours, avec l'ouverture vendredi d'une boutique à projet afin de récolter toutes les suggestions locales d'alternatives économiques et écologiques. C'est la semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des agents présents sur les chantiers routiers. Le nombre d'accidents les impliquant est en hausse croissante ces dernières années. Marie Michelier et Yves-Marie Glot ont suivi ce matin une opération de prévention menée par la direction interdépartementale des routes et la gendarmerie. C'était sur la commune de Pierre-Châtel en Isère. Un chantier installé en bord de route nationale, une image presque banale. À quelques mètres du camion, des hommes en combinaison fluo s'affairent à l'entretien des routes. Une présence que les automobilistes ont pourtant trop tendance à oublier. Les automobilistes, certains ne font pas cas à nos panneaux, rien du tout, et ils roulent comme si rien n'était. Et donc, nous, comme je vous dis, il faut avoir l'œil, hein, sinon on pourrait se faire crocher plusieurs fois. Avoir l'œil et tenter de réveiller les consciences, c'était le but d'une opération menée ce matin sur le plateau mathésin par la direction interdépartementale des routes et la gendarmerie. Pour les automobilistes pris en infraction, un choix à faire, la verbalisation ou la sensibilisation par le biais d'un film. Il a tapé à 110 quand même. Hein. J'ai retrouvé mon fourgon, je sais pas moi, 10 mètres plus loin. J'ai rien eu, hein, juste des égratignures à la main à cause des projections de verre. Mais voilà. Ce qui m'a plus marqué, c'est le bruit. Je savais à peu près à la vitesse que j'étais, mais je n'avais pas vu les panneaux annonçant justement un chantier. Et autrement, je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait. 4 minutes pour tenter de faire changer les comportements, car en moins de 3 heures, ce sont une douzaine de personnes qui ont ainsi été arrêtées. Souvent, ça va être les infractions liées à la vitesse, à l'usage du téléphone, au dépassement sur ligne blanche et distances de sécurité qui ne sont pas respectées. Les gens sont dans leur bulle, sont dans leur voiture et ne pensent pas aux gens qui travaillent sur la route. Des fautes de comportement à l'origine de plus en plus d'accidents mortels. 9 agents décédés depuis 2007, dont 8 ces 2 dernières années. On veut sensibiliser ces gens-là pour leur dire que quand il y a une limitation de vitesse, c'est pas pour rien. Et que s'ils dépassent cette limitation de vitesse, c'est toute la différence qu'il peut y avoir entre la vie et la mort. Des actions relayées par une campagne d'affichage pour rappeler encore que la sécurité de ces agents, mais aussi la nôtre, dépendent de notre manière de conduire.
Chaque année, le CEA de Grenoble organise des animations autour de la mobilité, prévention routière, accessibilité pour les personnes handicapées, déplacement en ville. Plusieurs thèmes sont abordés lors de cette journée de la mobilité durable. Et cette année, l'accent a été mis sur les nouveaux modes de transport. Claire Schaffner et Dominique Bourget pour les images. Les routes pourraient bientôt ressembler à ça. À côté des piétons et des vélos, des scooters, rollers, skateboards et même des gyropodes, tous électriques. Et puis, bien sûr, des transports en commun. Cette navette roule sans chauffeur. Pour l'instant, c'est un prototype utilisé dans des sites fermés, mais elle s'apprête à conquérir le monde. On a nos premiers clients en Hollande et à Singapour, et on prévoit de fabriquer une 40 et 50 véhicules l'année prochaine. Donc on le verra sur d'autres types de sites et un peu partout en Europe, en Asie et puis aux États-Unis. Ces nouveaux modes de transport sont amenés à se développer encore. L'organisateur de cette journée, le CEA, l'a bien compris. Ce centre de recherche sur les énergies encourage depuis plusieurs années ses salariés à abandonner la voiture. On a quasiment 50% des salariés qui maintenant viennent au travail en transport en commun. On a 20% des salariés qui viennent en vélo. Donc maintenant, on travaille sur ceux qui habitent loin et on va leur proposer de l'autopartage, on va leur proposer du covoiturage et donc tout est exposé là. Des véhicules électriques, il en existe pour tout le monde. Les personnes à mobilité réduite peuvent par exemple se mettre au tout-terrain, à vélo ou avec ces gros fauteuils. C'est la première fois que j'essaye ça et ça me plaît énormément. Alors là, vraiment, c'est super. Sur le marché, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de modèles. Après, la limite est toujours la même, c'est le prix. Le prix d'un vélo basique est à partir de 3 000 € pour quelque chose de touristique. Les vélos plus classiques continuent aussi de se développer, comme ce triporteur amélioré. La liste des modes de transport dits durables est longue et c'est loin d'être fini. Coup d'envoi aujourd'hui de la 42e édition de la Coupe Icare. 10 000 pilotes et plus de 80 000 spectateurs sont attendus pour ce rendez-vous majeur des amateurs de vol libre. Impossible de décoller ce matin en raison du mauvais temps. Alors du coup, les passionnés se sont rués dans les allées d'Icare Expo, le salon du sport aérien. Cédric Picot, Didier Alban. Pas la peine de les chercher sur l'aire de décollage. Avec la pluie, les pilotes ont préféré plier les voiles et ils sont partis au salon. Icare Expo, c'est 5000 mètres carrés dédiés au sport aérien ultra léger. C'est la première fois que je viens ici et je trouve ça incroyable. Il n'y a aucun autre endroit où vous pouvez trouver autant de choses réunies. Parapente, parachute, paramoteur ou deltaplane, 200 exposants se côtoient ici chaque année. Dans le milieu, l'événement est devenu incontournable. C'est maintenant l'un des plus grands salons du genre dans le monde. On rencontre d'une part le grand public, les pilotes ou d'autres grands publics, et d'autre part les professionnels et des professionnels qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer parce qu'ils sont dispatchés dans le monde entier. Donc aujourd'hui, je représente une marque brésilienne. Donc effectivement, les Brésiliens n'ont pas la chance, l'occasion de rencontrer des Autrichiens, des Suisses régulièrement. Donc c'est vraiment l'occasion unique. Ici, on croise plus des passionnés que des hommes d'affaires. En quelques dizaines d'années, les fabricants ont su faire évoluer leur matériel et faire avancer leur cause, permettre à l'homme de réaliser son plus vieux rêve en toute sécurité. Tout le monde est motivé par le fait que voler, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment accessible à tout le monde aujourd'hui d'envisager de voler en delta ou en parapente. Et donc, le paramoteur aussi, toute activité aérienne est assez facile d'accès. Donc, ça démocratise le rêve de l'homme et c'est inédit dans son histoire. Au fil des heures, le ciel se dégage au-dessus du plateau des Petites Roches. À partir de demain, il accueillera des nuées de voiles. En 3 jours, près de 10 000 pilotes devraient s'élancer au-dessus de la vallée. On reste en montagne avec le 50e anniversaire de la mort de Lionel Terré. Une soirée hommage à l'alpiniste grenoblois est prévue vendredi soir au CRDP de Grenoble. Et pour en parler ce soir, nous recevons Lionel Cariou. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste à France Bleu Isère et pour cette soirée, vous avez réalisé un petit film de 8 minutes absolument délicieux intitulé L'œil de Terré. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Alors, il y a quelques mois, j'ai travaillé sur la biographie de Terré en prévision justement de cet hommage pour les 50 ans de sa disparition. J'ai rencontré
ses anciens compagnons de cordée. Et puis j'ai également consulté ses images à lui, que lui-même a tournées pendant ses expéditions ou que ses compagnons de cordée ont tourné avec lui. Ce sont des images qui sont disponibles sur le site de la Cinémathèque d'images de montagne. Mais souvent, il y a beaucoup de rushs, quelques films complets. Donc à partir de tout ça, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de raconter cette formidable histoire avec ses images à lui ou de ses compagnons, des images qui sont assez rares, qui sont pas très souvent montré, en tout cas dans le cadre de documentaires. Pour ceux qui ne connaissent pas Lionel Terray, il est avant tout connu pour être un des rescapés de l'Annapurna. En 1950, on peut même dire qu'il a sauvé Maurice Herzog, qui a frôlé la mort dans cette expédition. Oui, effectivement, Maurice Herzog et Louis Lachenal reviennent du sommet avec les pieds gelés. Et c'est Lionel Terray, Gaston Rébuffat et les Sherpas qui vont les aider à redescendre. Et d'ailleurs, c'est une constante dans la vie. On retrouve dans la vie de Lionel Terray plusieurs épisodes de sauvetage, parce que c'était un grand montagnard, mais c'était aussi quelqu'un qui allait sauver les autres. Il a notamment participé à une opération de secours en 1957 dans la face nord de l'Eiger. Alpiniste, himalayiste, à partir de quand il s'est mis à la caméra? Alors il s'est mis à la caméra à partir de 1952. Dans ses livres, dans son autobiographie notamment, il raconte très bien que, par exemple, au Fitzroy en 1952, en Patagonie, il avait un peu négligé l'image et il s'est un petit peu rattrapé. Il a pris une caméra pour partir au Wansan au Pérou avec ses clients hollandais Tom De Boy et Kees Egeler. Et là, il a pris une caméra et il a filmé toute l'ascension jusqu'au sommet. Et il n'a plus jamais arrêté. Soirée hommage donc, vendredi soir. Il y aura d'autres films sur Lionel Terray? Oui, alors il y aura le film de Gilles Chapas, un extrait qui fait référence, puisque c'est un documentaire de 52 minutes sur la vie de Lionel Terray avec ses anciens compagnons de cordée. Il a été fait en 2006, c'est un très très beau film. Il y aura également un extrait d'un film... ne dites pas tout non plus, sinon... de Dick Eslinga, voilà, qui est consacré à l'un des clients néerlandais de... Autant aller à la soirée. Et votre film, lui, est déjà en ligne sur le site de France Bleu. Voilà, France Bleu Isère et France Bleu Pays de Savoie, vous pouvez le voir, ça dure 8 minutes. Merci Lionel Cariou, merci. Et on prend le large tout de suite avec le championnat du monde des classes C qui se déroule à Genève cette semaine. Les finales de cette compétition, surnommée la Little Cup, autrement dit la petite Coupe de l'Amérique, se dérouleront vendredi et samedi. Reportage. Lundi, les 2 premières manches de la Little Cup, c'était ça. Des plateformes volantes aux ailes rigides qui se battaient à près de 60 km/h au-dessus de l'eau, non sans parfois faire un peu de casse, comme ici l'Américain Steve Clark. Résultat, 2 ans d'entraînement et surtout d'ingénierie qui, si l'on ose dire, tombe à l'eau avec lui. Le vent était à peu près comme ça, et dans ces conditions, c'est pas très facile de virer. À regarder le jet d'eau, on se doute bien que les conditions sont instables sur le Léman, mais cette semaine, il y a sur le quai de la Nautique beaucoup plus d'actifs que de contemplatifs. Dans la semaine, il y a des ingénieurs des équipes de la prochaine Coupe de l'Amérique qui seront présents. On le voit d'ailleurs bien l'exemple avec l'équipe Groupama et Franck Camas qui a dit lui-même que tout ce qu'ils développent sur Groupama C doit pouvoir être mis à l'échelle sur leur futur AC48 de la Coupe de l'Amérique. Le Léman, je trouve que c'est un très bon plan d'eau pour ce type de bateau. Ça aime quand même beaucoup la mer plate, ce genre de bateau, c'est des petits bateaux. Et en même temps, ça peut aller très vite lorsqu'il y a du vent comme aujourd'hui. Donc c'est un super plan d'eau. Et puis on a encore une semaine de régate, donc la course est encore longue. Longue et forcément incertaine, car si lundi c'était ça, mardi c'était plutôt ça. Pétole, comme on dit en voile, des vents inexistants, ou presque, toute la journée. Mais pas de quoi affoler Denis Auro, le directeur de course et également patron du Vendée Globe. Il faut faire le dos rond et je pense que c'est l'une des grandes qualités des marins et des techniciens qui nous entourent, c'est de savoir accepter avec beaucoup de bonne humeur les conditions qui nous sont offertes. Autrement, on ne viendrait pas sur le Léman. Des jours et parfois même des heures avec et des heures sans. Il n'y a vraiment pas de doute, on est bien sur le lac Léman où la légende dit qu'il y a plus de 100 vents différents. Eh bien, ils ont jusqu'à samedi pour se manifester auprès des compétiteurs de cette 27e Little Cup. Enfin, n'oubliez pas la folle journée du patrimoine. C'est samedi sur France 3 avec plusieurs rendez-vous toute la journée. À ce propos, envoyez-nous vos photos à l'adresse patrimoine@francetv.fr, comme celle de Franck qui a capturé le cloître de Crémieux en Isère, tout en ombre et en lumière. Voilà pour l'information régionale. À suivre, la météo, l'édition nationale. Bonne soirée à vous.